François Desbiens, je suis professeur à la Faculté des sciences d'activité physique de l'Université de Sherbrooke et membre du CRIFP Sherbrooke. Et ça me fait énormément plaisir, et je ne cache pas mon plaisir, je ne boude pas mon plaisir de vous présenter la professeure Stéphanie Girard de l'Université du Québec à Trois-Rivières, qui va venir s'entretenir avec nous d'une thématique qui est absolument d'actualité et qui est centrale dans le métier d'enseignant que nous occupons. C'est-à-dire, elle va venir nous parler des moyens et des manières de comprendre comment soutenir la motivation des élèves, accompagnement des enseignants d'éducation physique et à la santé en formation initiale et en formation continue. Donc, on parle vraiment d'intervention en termes de formation. Donc, sans plus tarder, je propose que nous écoutions Stéphanie nous parler de la motivation des élèves et des manières d'intervenir en formation sur cet objet. Sa conférence devrait durer à peu près 45 minutes et je propose que nous l'écoutions attentivement pendant 45 minutes, après quoi nous pourrons donner lieu à une séance de questions-réponses et réflexions communes. Donc voilà le plan de match et j'invite immédiatement Stéphanie à prendre la parole. Voilà. Bien, merci beaucoup, Jean-François, pour cette belle présentation et j'ai envie de te retourner l'appareil. Je suis très contente d'être ici présentement et j'ai eu beaucoup de plaisir à préparer cette présentation. Puis je me suis gâtée un petit peu là, parce que je me suis permis de faire un peu le survol, dans le fond, des travaux qui ont mené à mon intérêt justement pour l'accompagnement en formation initiale et continue. Donc, c'est vraiment les résultats de la recherche que je fais depuis que je suis professeure à l'UQTR. Donc, vous allez voir l'évolution de mes travaux à travers la présentation. Et évidemment, là, il y a un certain survol qui est fait. Je ne peux pas entrer en détail dans tout, mais je pense qu'après ça, là, dans la période de questions, pour aller davantage en profondeur sur les éléments qui vous intéressent particulièrement. Donc, bon, pardonnez-moi, c'est le... OK. Je clique et il ne se passe rien. C'est ma première présentation par Teams. Donc, qu'est-ce que je dois faire pour changer de diapo? Voilà. Alors, la première, dans le fond, le plan de la présentation, on va d'abord se donner quelques définitions, motivation, engagement, puisque c'est des concepts centraux à la présentation. Ensuite, on va aborder les processus motivationnels des élèves. Ce que j'entends par processus motivationnel, c'est vraiment les relations entre les différentes variables motivationnelles issues des deux théories mentionnées ici, les buts d'accomplissement et de l'autodétermination. On n'ira pas en détail dans chacune de ces théories-là. Toutefois, je m'excuse, je cherche comment déplacer la fenêtre. Toutefois, je trouvais quand même important de vous présenter les concepts généraux puisqu'ils vous permettront de bien comprendre les résultats que je vous présente. On va aussi faire un petit détour par l'adaptation scolaire. Étant moi-même une ancienne enseignante en adaptation scolaire au secondaire, j'avais une préoccupation pour cette clientèle d'élèves-là, donc j'ai voulu l'insérer dans le cadre de mes travaux. Par la suite, je me suis vraiment beaucoup intéressée à la formation continue, donc aux façons d'accompagner les enseignants pour les aider à soutenir la motivation des élèves, là, parce qu'on va le voir, ça reste un enjeu très actuel, comme Jean-François l'a si bien dit. Et qui m'a amené ensuite à vouloir travailler encore plus en amont et à me positionner sur comment on pourrait aider dès la formation initiale, les futurs enseignants en éducation physique. Donc, je vais vous présenter un projet financé par le FRQSC pour terminer la présentation. Le premier concept qui m'apparaît fort important, c'est la motivation. Donc, il y a plusieurs définitions qui existent. Et puis, au final, elles reviennent toutes à vouloir dire la même chose. Là, on s'entend bien. Celle que j'ai choisie, c'est celle qui est présentée dans le livre Vers une gestion éducative de la classe de Archambault-Chouinard. Donc, je vous la lis. C'est un ensemble des causes qui déterminent le choix et la mise en œuvre d'actions précises, ainsi que la persévérance des personnes dans des circonstances particulières. Donc, la motivation, c'est vraiment l'essence, la force qui nous pousse. C'est une force invisible qu'on ne peut pas nécessairement observer, mais qui nous pousse vraiment dans notre investissement, dans l'engagement dans différentes tâches.
Et vous verrez au travers de la présentation qu'il y a plusieurs types de motivation et de qualités variables qui existent. On va les aborder quand on va parler de la théorie de l'autodétermination. Alors, j'en dis pas plus maintenant à ce sujet. Et on passe au prochain terme fort important qui est l'engagement. Dans le fond, je vous ai dit que la motivation, c'était un élément invisible, mais ce qu'on peut observer, c'est les signes d'engagement ou de désengagement des élèves pour témoigner de leur motivation. Je trouve ça important, cet élément-là, parce que souvent, on a des enseignants qui vont nous dire « j'ai des élèves désengagés, démotivés ». Alors, de nuancer un peu l'engagement, je pense que ça peut permettre de nuancer cette perception-là aussi. Bon, d'abord, en éducation physique, on peut tout de suite penser à l'engagement moteur, évidemment. On ne s'attend pas dans un cours de français à ce que des élèves soient physiquement actifs, mais dans un cours d'éducation physique, on s'attend à voir des élèves bouger. Donc, on peut penser à ce moment-là, cet engagement moteur-là va faire partie de l'engagement comportemental attendu dans un cours d'éducation physique. Ensuite, on a l'aspect cognitif. Ça se peut qu'on ait des élèves qui ne soient pas physiquement actifs dans un cours d'éducation physique, mais qui soient tout aussi bien engagés sur le plan cognitif. On peut penser pendant qu'ils sont en train de remplir un cahier de l'élève sur le plan individuel ou en train de faire un caucus d'équipe et d'élaborer des stratégies. Donc, à ce moment-là, on va dire qu'ils sont engagés sur le plan cognitif. Et sur le plan affectif, c'est toutes les émotions par rapport à la tâche, par rapport à la matière, par rapport aux autres. Donc, vraiment, sur le plan des émotions, on va être à la recherche d'émotions positives. Évidemment, cet engagement-là peut varier en termes d'intensité. Et c'est là la nuance qui m'apparaît importante, notamment sur le plan cognitif. Un élève qui écoute des consignes, vous qui m'écoutez présentement, on peut parler d'un engagement cognitif de faible intensité. Vous êtes engagé cognitivement, mais ça demeure qu'on écoute des consignes. Maintenant, si on passe à un engagement cognitif de plus forte intensité, on peut penser à la résolution de problèmes, on peut penser à tantôt quand je vais vous expliquer mes résultats pas mal plus complexe que ce que j'aborde présentement. Donc, ça nécessite des processus cognitifs un peu plus intensifs. Donc, on va parler d'un engagement de plus forte intensité. Ces éléments-là m'apparaissent importants, comme je vous disais, parce qu'un enseignant peut penser que ses élèves sont complètement démotivés, complètement désengagés, mais quand on parle en termes d'intensité et qu'on regarde les différentes sphères, on peut se rendre compte que finalement, on a quand même une certaine prise sur l'engagement de certains élèves. Ce qui m'amène à vous montrer quelques chiffres dont les principaux sont issus du plus récent bulletin de participation, qui sont quand même, qui positionnent la thématique actuelle quand même importante. Selon le plus récent bulletin, il y a seulement de 36 à 37 des jeunes qui font au moins 150 minutes d'activité physique par semaine à l'école, incluant les cours de PS, mais toute autre activité. Et seulement 15 des jeunes âgés de 5 à 17 ans qui respectent les 3 recommandations en matière de mouvement sur 24 heures. Les recommandations, on pense en termes d'activité physique, de sommeil et de comportement sédentaire. Une autre donnée qui n'est pas dans le bulletin de participation, mais qui parle de la motivation. En fait, en général, on observe une diminution de la motivation des élèves en EPS lors du passage du primaire au secondaire. Mais on sait aussi que plus les jeunes vieillissent, plus la motivation vers l'activité physique diminue de manière générale. J'ai aussi voulu vous présenter des chiffres, des données par rapport aux clientèles vulnérables. Comme je vous disais, moi, le volet adaptation scolaire est très important dans mon parcours. Donc, ce qu'on sait, c'est que les jeunes avec des problèmes de santé mentale présenteraient des faibles niveaux de littératie physique. La littératie physique, c'est la motivation, la confiance, la compétence physique, le savoir et la compréhension qu'une personne possède et qui lui permettent de valoriser, de prendre en charge son engagement envers l'activité physique pour toute la vie. Ce n'est pas juste les jeunes qui ont des problèmes de santé mentale, évidemment que ça touche, là, ça va toucher aussi les jeunes qui ont des limitations fonctionnelles et tout ça, là, mais ça reste qu'il y a des clientèles vulnérables, ils ont des besoins particuliers par rapport au développement de la littératie physique. Je me permets aussi une petite incursion. Là. Il y a un groupe de chercheurs canadiens qui ont rapporté d'ailleurs que quand c'est un enseignant généraliste et non pas un spécialiste de l'éducation physique qui enseigne aux enfants, ceux-ci sont moins susceptibles d'atteindre les niveaux de motivation et de confiance recommandés. Ça, c'était là et d'autres auteurs là, en 2018 qui ont mentionné ça. Donc, je trouve que c'est quand même important là, de rendre à la profession l'importance d'être formé et l'importance du rôle de l'enseignant d'éducation physique dans le développement de la littératie physique des jeunes.
Ce qui m'amène à vous présenter une citation. Je ne l'ai pas traduite, je vais vous la lire en anglais. Across all children and youth, physical education is the main avenue in promoting and building lifelong physical activity skills and motivations. C'est une citation que j'ai prise dans la discussion d'une récente méta-analyse sur plusieurs études là, qui traitaient de la théorie des buts d'accomplissement. Je trouve que c'est une citation qui met bien la table, dans le fond, pour la présentation d'aujourd'hui. Donc, je voulais vous la partager. Qui m'amène à vous parler de la théorie des buts d'accomplissement. Comme je vous dis aujourd'hui, je vous parle vraiment de manière générale. Je vous présente les concepts généraux, notamment le climat motivationnel et les buts d'accomplissement. Le climat motivationnel, c'est vraiment le concept qui est au cœur de mes recherches, au cœur de mes travaux. C'est tout ce que l'enseignant fait, tout ce qu'il dit par ses rétroactions, ses attitudes, ses comportements, ses choix pédagogiques, son état, son savoir-être, son savoir-faire, tout ce que l'enseignant va faire dans son cours d'éducation physique, avant et après, va mettre de l'avant un certain climat motivationnel qui sera perçu par les élèves. Selon les choix que l'enseignant fait, les attitudes, les comportements, les rétroactions qu'il décide d'adopter, les élèves peuvent percevoir davantage le climat comme étant axé sur la maîtrise ou sur la performance. Un climat de maîtrise, c'est vraiment quand l'enseignant va insister sur l'importance de faire des efforts, sur les progrès personnels, sur l'amélioration. C'est vraiment l'accent sur la maîtrise, l'apprentissage au regard des capacités de chacun des élèves. Alors que le climat de performance, c'est plutôt axé sur, je trouve que le mot le dit bien, la performance, sur les résultats obtenus. Il y a un volet de compétition, de comparaison. On pense à des normes, à des standards à atteindre. Donc, on voit un peu le parallèle, là, vraiment maîtrise versus performance. Au même titre que ces deux concepts-là, on va parler des buts d'accomplissement, c'est-à-dire les buts que les élèves ou tout autre individu choisissent de poursuivre ou adoptent dans l'investissement dans une tâche. Notamment les buts de maîtrise. Ça, c'est des élèves qui vont évaluer leurs compétences vraiment par rapport à eux-mêmes, par rapport à leur amélioration, par rapport à leur réussite passée, par rapport à leur maîtrise de la tâche. Exemple, l'enseignant présente une tâche, l'élève s'investit en voulant faire le mieux possible puis en essayant de progresser dans cette tâche-là. Donc, c'est vraiment dans cette optique-là que l'élève va s'investir dans l'activité proposée. En ce qui concerne les buts de performance, là, il y a vraiment un rapport par rapport aux autres. L'élève va se sentir bon s'il se voit qu'il est meilleur que les autres ou c'est vraiment son regard n'est pas porté sur sa propre réussite, mais sa réussite par rapport à celle des autres. Donc, si l'élève s'investit en disant « moi, je veux gagner, je veux surpasser mes camarades », il risque d'adopter des buts de performance approche. Dans l'inverse, s'il s'investit, il dit « oublie ça, c'est sûr, je ne gagne pas, mais je me compare quand même aux autres. Bon, je vais essayer de me préserver, là. Je vais peut-être faire le clown un peu, je vais peut-être adopter quelques conduites d'évitement. Si je finis dernier, je pourrais mettre ça sur ce dos-là, mais si je ne finis pas dernier, ben, tant mieux, je vais être bien content. » Donc là, on est plus dans les buts de performance évitement. Ce qui est important là-dedans, c'est de comprendre que le climat motivationnel aura une incidence sur les buts adoptés par les élèves. Donc, bien sûr, les élèves qui vont arriver dans les cours en début d'année vont avoir une tendance vers un ou l'autre de ces types de buts-là, mais le climat que l'enseignant va mettre de l'avant pourrait modifier les buts poursuivis par les élèves. Et en général, on constate que les élèves vont tendre à adopter des buts qui correspondent au climat perçu. Donc, si un enseignant met de l'avant un climat de performance, bien, il y a des chances que les élèves adoptent soit des buts de performance approche ou des buts de performance évitement. Donc, on peut voir qu'il y a un certain couteau à double tranchant. J'en dis pas plus sur cette théorie-là. Poursuivons, puis je vais vous montrer quelques résultats en rapport avec cette théorie-là. Une première étude, j'ai voulu vérifier c'était quoi les prédicteurs de l'adoption de buts de maîtrise par les élèves du secondaire. Tous les résultats présentés ici, c'est des élèves du secondaire, toujours. Donc, les variables qui encourageaient l'adoption de buts de maîtrise étaient le climat de maîtrise et le sentiment de compétence. J'ai toujours eu un faible pour l'analyse des interactions là, depuis mes études supérieures. Donc, on a vérifié des effets d'interaction dans cette étude-là avec le sexe et avec le sentiment de compétence.
Et on s'est rendu compte qu'il y avait une interaction significative entre le climat de maîtrise et le sexe et le sentiment de compétence. Pas une interaction triple, là, mais deux interactions doubles. Donc, cette relation-là était présente surtout pour les garçons et surtout pour les élèves qui avaient un faible sentiment de compétence. Donc, si on veut qu'un jeune qui a un faible sentiment de compétence ou que des garçons adoptent des buts de maîtrise, il est d'autant plus important d'instaurer un climat de maîtrise dans les cours. Et un autre élément intéressant, c'est que les élèves qui avaient un fort sentiment de compétence, là, donc un sentiment de compétence égal et élevé, c'était les filles qui adoptaient davantage de buts de maîtrise en comparaison avec les garçons. Je vous présente un prochain résultat. Dans une autre étude, j'ai voulu vérifier si les variables motivationnelles mesurées en EPS avaient entretenu une relation avec la pratique d'activité physique auto-rapportée dans les temps libres. Il y avait un certain temps d'intervalle entre les deux, entre les deux temps de mesure. Je ne me rappelle plus combien de temps exactement. Il faudrait retourner dans l'article. Et j'ai vraiment vérifié les variables individuelles et les variables contextuelles, donc climat, but et sentiment de compétence sur un même niveau. Et bien évidemment, là, ça ne m'a pas surpris, c'est les variables individuelles qui entretenaient une relation significative avec la pratique d'activité physique. Et c'était les buts de performance approche principalement et le sentiment de compétence. Ce n'est pas étonnant qu'un élève qui est dans vos cours d'éducation physique, qui cherche toujours à gagner, à surpasser les autres, on peut penser qu'il est peut-être plus physiquement actif dans ses temps libres, c'est peut-être un jeune sportif, donc ça non plus, ce n'est pas étonnant. Ce qui est intéressant, par contre, c'est de l'interaction significative qui est sortie entre le sentiment de compétence et les buts de maîtrise. Ce qui indiquait que les élèves qui adoptent des buts de maîtrise en éducation physique risquent d'être plus physiquement actifs s'ils se sentent compétents en EPS. Donc, ça remet encore de l'avant l'importance du climat de maîtrise, pas du climat de maîtrise, pardon, des buts de maîtrise et du sentiment de compétence. Toutefois, malheureusement, dans cette étude-là, on ne voyait pas les relations entre le climat et les buts, mais dans une autre étude, je vais pouvoir vous montrer un modèle tantôt qui met toutes les variables en relation. Une autre étude qui est un peu, traitée différemment, mais qui est quand même très intéressante, et je ne veux pas vous mélanger là, dans les présentations des concepts, mais on s'est intéressé au climat rapporté par les enseignants. Donc, on a demandé aux enseignants, toi, c'est quoi le climat motivationnel que tu mets en œuvre? Et on a demandé aux élèves leur perception du climat. Donc, on avait deux données, auto-rapportées par les enseignants et auto-rapportées par les élèves. Ce qui est intéressant, c'est qu'on s'est rendu compte que les enseignants avaient adopté différents climats simultanément. La particularité dans cette étude-là, c'est que le climat de performance, on l'a conceptualisé au même titre que les buts de performance, c'est-à-dire on avait mis de l'avant le climat de performance approche et climat de performance évitement. Approche que j'utilise moins maintenant, mais qui est tout à fait défendable là, dans la théorie aussi, mais qui est peut-être moins populaire, disons-le comme ça. Et on a retrouvé sur nos 23 enseignants, on avait 3 groupes distincts au niveau du climat motivationnel. On avait les enseignants qui mettaient de l'avant uniquement un climat de maîtrise. On avait les enseignants qui mettaient de l'avant un climat de maîtrise et simultanément un climat de performance évitement. Et on avait des enseignants qui rapportaient mettre de l'avant un climat de maîtrise et un climat de performance approche simultanément. Donc, c'est quand même particulier quand on pense ça. Tu dis, OK, tu encourages les élèves à s'améliorer, mais tu les encourages aussi à éviter de ne pas performer. Dit comme ça peut paraître bizarre, mais j'ai envie de vous donner un exemple vraiment concret. Là. Moi, j'ai déjà entendu ça dans un gymnase. Là, un enseignant, exemple, c'est une course où des élèves là, doivent faire, mettons, le test bip-bip ou peu importe. Là, un enseignant qui encourage l'élève en disant « Vas-y, je vais prendre un Julien, j'espère qu'il n'y a pas de Julien dans la salle. Vas-y, Julien, tu es capable. Vas-y, je suis sûre que tu peux faire mieux que la dernière fois. Ton objectif, pas le droit d'arriver dernier. C'est ça ton objectif aujourd'hui, pas le droit. » Fait que là, on met de l'avant. On dit « Je veux que tu fasses mieux que la dernière fois par rapport à toi. » Mais on dit aussi, ben, je te compare aux autres, je ne veux pas que tu sois dernier. Fait que c'est des fois dans une même phrase, avec la même intention, qui est de motiver, d'encourager, on peut envoyer un message qui est contradictoire ou qui met de l'avant l'importance de se comparer aux autres, chose qu'on peut tenter d'essayer d'éviter idéalement. Ça montre aussi, et c'est là où je m'en vais après ça en formation continue, l'importance que les enseignants
connaissent et comprennent les aspects motivationnels parce que l'enseignant veut bien faire, mais ne sachant pas, peut utiliser les mauvaises façons de s'exprimer par rapport à ça. On a aussi constaté que la perception des élèves du climat, il y avait des différences statistiquement significatives avec les perceptions des enseignants. Donc là, souvent dans nos études, on met beaucoup de l'avant, c'est la perception des élèves qui prime parce qu'au final, l'enseignant a beau dire « moi je fais ça », si ce n'est pas perçu de la part des élèves, ben ça ne se rend pas. Fait que là, on constate qu'il y a peut-être un gap entre les deux. Je pense que ça peut être intéressant pour les enseignants de sonder les élèves à cet effet-là. Avez-vous l'impression dans le cours d'éducation physique que vous devez être les meilleurs? Avez-vous l'impression que c'est important pour vous de vous améliorer? Vous avez l'impression que l'important, c'est juste de rester en haut de la moyenne, de ne pas être en bas de la moyenne? Il y a un travail à faire là, au niveau de la validation de ces perceptions-là, définitivement. Puis, il y a une relation qui restait dans tous les groupes et tout ça, il y a une relation qui restait stable dans tous les cas, et c'était celle entre un climat de maîtrise et l'adoption de buts de maîtrise. Donc, c'est non négligeable. Là. Il y a vraiment, on revoit là, les buts de maîtrise, le climat de maîtrise, le sentiment de compétence, c'est vraiment des variables sur lesquelles on doit travailler. Il y a d'autres éléments qui sont sortis dans cet article-là, mais je vous invite à le consulter si jamais vous voulez en savoir davantage. Ce qui m'amène à vous parler de la théorie de l'autodétermination. Au cœur de cette théorie-là, là, au départ, c'est des psychologues là, c'est issu de la psychologie. Eux, ils mettent de l'avant l'importance des 3 besoins psychologiques de base ou les 3 besoins psychologiques, les 3 besoins fondamentaux. Là, on entend les deux termes qui sont innés et présents dans toutes les cultures. Selon leur dire, toute personne vise à combler ces 3 besoins-là dans tous les contextes possibles et que plus ces besoins-là seront comblés, plus ils seront motivés. Donc, quand on parle de l'autonomie, puis c'est important quand même là, de bien le comprendre, l'autonomie, ce n'est pas juste d'être responsable, là, mais c'est vraiment de se sentir responsable de ses propres actions, de se sentir libre de ses choix. Être autonome, ça ne veut pas dire faire ce que je veux quand je veux, et que si je donne une contrainte à mes élèves, je ne réponds pas à leurs besoins d'autonomie, loin de là. C'est plutôt d'être transparent avec les élèves et j'ai envie de vous donner un exemple. Admettons que les élèves vous font une demande. Vous, en tant qu'enseignant, vous choisissez de leur dire non. C'est correct, vous avez le droit, tout le monde, c'est la réalité. Maintenant, à partir du moment où les élèves vous font une demande, vous dites non, mais qu'est-ce qui vient après? Si les élèves continuent, oui, non, c'est moi le patron, ça s'arrête là. Là, on est un peu en train de brimer leurs besoins d'autonomie dans cette définition-là. Maintenant, si on leur dit plutôt, il y a une raison pourquoi je vous dis non. Il y a une contrainte que moi je subis, que je peux pas, à laquelle je ne peux pas contrevenir. Donc, en ce moment, la réponse est non pour telle et telle raison. On explique, on est transparent. À ce moment-là, les élèves peuvent dire « Ah, OK, je comprends. Il y a une contrainte extérieure qui ne fait pas mon affaire, mais je la comprends, je l'accepte et je la fais mienne. » Et à ce moment-là, le besoin d'autonomie est comblé. Même si au final, la réponse est non et que l'élève n'a pas pu, l'enseignant n'a pas répondu à la demande de l'élève. Sur le plan de la compétence, bon, c'est de sentir que ses réussites sont attribuables à ses propres aptitudes, mais c'est surtout, c'est pas tant le talent brut, mais vraiment la confiance en ses capacités. Il faut que l'élève se sente capable d'entreprendre minimalement ce qu'on lui propose. Et finalement, l'appartenance, c'est vraiment une entité de sécurité, de communion vécue dans le cours d'éducation physique et le développement de relations positives et saines, autant entre élèves, mais aussi avec l'enseignant. Donc, le climat motivationnel mis de l'avant par l'enseignant devrait contribuer à satisfaire le plus possible chacun des 3 besoins des élèves. Je vous donne des exemples de stratégies relatives à chacun de ces besoins-là et je me permets ici de vous montrer. Dans le fond, j'ai ramené la maîtrise parce qu'il y a eu la professeure Douda qui a combiné, dans le fond, les dimensions des deux
les dimensions du climat motivationnel issues des deux théories, parce qu'elles étaient compatibles et complémentaires surtout. Quand on parle de maîtrise de performance, dans le cas de la théorie des buts d'accomplissement, on parle, comme vous l'avez vu là, quand je vous présentais les buts aussi, on sous-entend que le climat de maîtrise va soutenir le besoin de compétences des élèves et que le climat de performance pourrait y nuire. Donc, dans l'idée du soutien de la compétence, c'est pour ça que la maîtrise apparaît ici. Et la structure, c'est le volet du soutien de la compétence de la théorie de l'autodétermination. Détail, dans le fond, juste pour que vous compreniez pourquoi il y a 4 dimensions qui apparaissent ici. Donc, je vous donne des exemples de stratégies, là, des extraits de la liste de stratégies. Donc, voyez-vous, pour soutenir l'autonomie, avec l'exemple que je vous présentais, c'est justement la première stratégie qui est indiquée ici. Donc, expliquer les raisons derrière les demandes et les contraintes imposées, expliquer l'importance, l'utilité des activités, offrir des choix signifiants aux élèves. Donc, ce sont des exemples qui permettent de soutenir l'autonomie. Ensuite, au niveau de la maîtrise, justement, de proposer des variantes, des défis à la hauteur des capacités, des différentes capacités des différents élèves qu'on a devant nous. Donner de la rétroaction en lien avec les objectifs ciblés. Le but, c'est vraiment dans une optique de tout ce que je peux faire pour soutenir l'élève dans sa progression, pour que l'élève sente qu'il apprend, qu'il progresse. Des fois, c'est à petits pas. Chacun fait le nombre de pas qu'il est capable de faire à ce moment-là. Donc, mais c'est important de le mettre de l'avant et de le faire reconnaître aux élèves qui n'en sont pas toujours conscients. Ensuite, au niveau de la structure, c'est vraiment la structure, je trouve, j'adore le mot, c'est très clair, la structure de la séance, tout ce qui est mis en place par l'enseignant pour justement donner les conditions propices au développement des apprentissages des élèves. Finalement, le soutien de l'appartenance, d'autres exemples aussi. Ces stratégies-là, on va y revenir un petit peu plus tard là, dans la présentation des travaux sur la formation continue. Et tout ça m'amène à vous présenter le continuum de la motivation. J'y vais de manière assez succincte, encore une fois, parce qu'au final, ce n'est pas tant les types de motivation là, qui nous intéressent ici, mais c'est quand même important et intéressant, j'ai envie de vous dire. Là, les enseignants adorent ça quand on leur présente ça parce que ça leur permet d'avoir une nouvelle perspective sur la motivation de leurs élèves. Puis aussi de sortir de l'idée de l'élève est motivé versus l'élève est non motivé. Il y a une panoplie de motivation à travers ça. Donc, d'un côté, on a vraiment, normalement, c'est un continuum là, sur le long. J'ai voulu faire un petit peu différent. Ici, on a la motivation, donc l'absence de motivation. Puis quand je parle d'absence de motivation, je parle d'un élève qui ne se présente pas au cours ou qui se présente au cours. Il n'a pas son équipement d'éducation physique, il se fait retirer du cours, il adopte des comportements, il se fait. Fait que là, on est vraiment dans une absence de motivation. Mais un élève qui est dans le cours et qui fait le cours au complet, là, habituellement, il y a minimalement une motivation présente. Et à l'autre bout complètement, on a la motivation intrinsèque. La motivation intrinsèque, c'est vraiment je m'investis dans l'activité par pur plaisir que celle-ci me procure. Encore une fois, j'ai envie de vous dire, ce n'est pas tous les élèves qu'on peut espérer motiver de manière intrinsèque. Ce n'est pas très réaliste et surtout pas de manière, ça peut arriver quelquefois, là, mais pas de manière continue. Alors, ça nous donne un spectre de quatre types de motivation extrinsèque sur lesquels on peut, avec lesquels on peut jouer et qui peuvent à un moment ou à un autre être nécessaires pour soutenir l'engagement de l'élève. Donc ici, on parle de la régulation externe, c'est vraiment un élève qui participe au cours dans l'espoir d'obtenir une récompense ou d'éviter une punition. Exemple, je peux pas, faut que je fasse le cours au complet parce que si je manque encore un cours, je suis suspendu pour 3 jours, exemple. Introjection, ça, c'est vraiment, ici, là, c'est vraiment des formes contrôlées. Il y a des contraintes externes que l'élève subit ou que l'individu subit là, de manière plus générale. Donc, l'introjection, c'est je vais faire quelque chose parce que si je ne le fais pas, je vais ressentir de la honte, je vais ressentir de la culpabilité, ça ne m'intéresse pas, fait que je vais le faire, je vais m'investir, mais pas parce que ça me tente, je le subis encore, cette pression externe-là. Alors que quand on arrive ici, là, il y a encore des pressions externes, des contraintes externes, mais que j'ai fait miennes, que j'ai internalisées et que je ne subis plus.
ou que je m'impose moi-même, disons ça autrement. Donc, ici, l'identification, bon, ben moi, je m'investis dans mon cours d'éducation physique parce que ma mise en forme, c'est important. Je veux augmenter mon cardio, je veux perdre du poids ou je veux être je veux juste être plus en forme physiquement. Ici, l'intégration, ben, c'est vraiment encore plus, c'est que ça colle à ma personnalité, ça colle à mon identité. Moi, je suis une personne sportive dans la vie, donc c'est normal que je participe dans un cours d'éducation physique, même si aujourd'hui, ce qu'on fait, ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis un sportif, je m'investis dans mon cours. Bien évidemment, les formes ici, les formes autodéterminées, c'est celles vers lesquelles on veut tendre. C'est celles qu'on veut privilégier davantage parce que c'est les plus puissantes là, en termes d'engagement. En fait, je devrais me corriger. Je n'ai pas envie de dire ça parce que les récompenses et les punitions, c'est très, très, très puissant. C'est très puissant. Sauf que si un élève est motivé, exemple, par intégration et que je me mets à lui donner des récompenses, des punitions, là, je l'amène vers une forme de motivation qui est peut-être moins intéressante. Toutefois, si l'élève est ici et que je dois lui donner une certaine récompense, une certaine punition pour minimalement le faire travailler, bien là, j'ai fait un gain. Donc, c'est plus dans cette perspective-là que je le présente aux enseignants. Parce qu'au final, qu'il soit ici ou là, l'élève, pour l'enseignant, ça a peu d'importance, mais ça peut permettre de nuancer, de mieux comprendre l'accompagnement de cet élève-là. Donc, en résumé, on a le climat motivationnel qui va contribuer à satisfaire les besoins et à soutenir la motivation des élèves. Et parallèlement, bien, il y a le but de maîtrise ici qu'on n'oublie pas, qu'on veut aussi encourager chez les élèves. Ce qui m'amène à vous parler de 2 études réalisées en adaptation scolaire. Je vous ai présenté la théorie de l'autodétermination parce qu'il y a certains concepts là, qui vont apparaître dans la 2e étude que je vais vous présenter. Donc, encore auprès d'élèves de classe ordinaire, de classe spéciale au secondaire. L'étude qu'on a menée, on avait une centaine d'élèves par groupe. Ce qu'on a constaté, c'est que les élèves de classe spéciale adoptaient davantage c'est eux qui rapportaient ça là, en ayant complété des questionnaires, adoptaient davantage des buts de performance approche et des buts de performance évitement et percevaient davantage un climat de performance dans leur cours d'éducation physique, alors que ils percevaient moins un climat de maîtrise que les élèves de classe ordinaire et ils entretenaient moins d'attitudes positives ou de moins bonnes attitudes envers la pratique d'activité physique. Un fait intéressant, c'est qu'il n'y avait aucune différence significative en ce qui a trait à l'adoption de buts de maîtrise, au sentiment de compétence en EPS et au niveau de pratique d'activité physique dans les temps libres. Encore là, c'est auto-rapporté, ce que je trouve quand même intéressant parce que c'est quand même des variables qu'on veut encourager là, chez les élèves. Et ce qui m'amène à vous présenter les processus motivationnels. Voilà. Alors ça, c'est le tableau, c'est le modèle qui a été testé dans cette étude-là. C'est le modèle final qui est très représentatif, je vous dirais, des relations habituellement observées dans la littérature. Et c'est ce modèle-là qu'on a voulu tester. Dans le fond, est-ce qu'il fonctionne de la même façon en classe ordinaire et en classe spéciale? Toutes les flèches bleues, c'est des relations positives significatives. Et la flèche orange, c'est une relation négative significative. Donc, comme je vous dis depuis le début, on voit que le climat de maîtrise entretient des relations positives avec l'adoption de buts de maîtrise, avec le sentiment de compétence, mais aussi avec les attitudes envers la pratique d'activité physique. Alors que le climat de performance entretient des relations positives avec les 2 types de buts de performance. Dans le cas de ce modèle-là, les buts de performance approche n'entretenaient pas de relation directe avec l'activité physique, mais les buts de performance évitement entretenaient une relation négative avec les attitudes envers la pratique d'activité physique. Donc, ça démontre encore une fois l'idée du double tranchant auquel il faut faire attention. Le modèle était invariant en fonction des 2 groupes. Donc, la motivation, les processus motivationnels, ces relations-là sont tout aussi valables dans les classes ordinaires que dans les classes spéciales.
Ce qui m'amène à me poser la question maintenant, bien, comment ça se fait que dans les classes spéciales, ils perçoivent davantage un climat de performance, ils adoptent davantage des buts de performance? Est-ce que c'est parce que les enseignants, quand ils se retrouvent devant des groupes d'adaptation scolaire, se disent « Hey, pour les motiver, je vais mettre davantage de compétition, on va faire plus de parties. » Ça, souvent, c'est une impression que les enseignants ont, que c'est plus motivant. Mais pourtant, quand on regarde le graphique, bien, la compétition, on est dans le climat de performance, donc c'est ce type de but-là que ça génère. Alors, bien évidemment, cette hypothèse-là, je ne l'ai pas testée encore, mais elle serait intéressante à investiguer davantage. Une autre étude, c'est là ici, dans cette étude-là, on a rajouté des concepts, dans le fond, en plus du climat de maîtrise, du climat de performance, on a rajouté le climat soutenant l'autonomie et le climat soutenant l'appartenance. Donc, c'est ça les deux éléments au niveau de la théorie de l'autodétermination qui se sont ajoutés. Et les buts sociaux. Je vais vous montrer tout de suite là là, je ne vous en parle pas aujourd'hui, les buts sociaux, parce que là, ce serait un troisième cadre théorique à présenter, puis ce n'est pas le but de la présentation. Mais j'ai envie quand même de vous montrer parce que l'aspect social en éducation physique est, somme toute, m'apparaît, en tout cas à moi, somme toute fort intéressant de par la nature de la discipline. Puis, dans les 4 types de buts sociaux, bien, habituellement, les buts d'affiliation et les buts de responsabilité, c'est ceux qui amènent des retombées un peu plus positives pour les élèves, contrairement aux buts de reconnaissance et aux buts liés à l'obtention d'un statut. Et si on retourne derrière, eh bien, les élèves de classe spéciale rapportent adopter davantage les 2 types de buts qui ne mènent pas les 2 types de buts un peu moins et qui seraient un peu moins importants à valoriser. Encore une fois, ils percevaient davantage un climat de performance et moins un climat de maîtrise. Et toutefois, ils rapportaient avoir un besoin d'autonomie, un besoin d'appartenance davantage comblé les élèves de classe spéciale. Ici, je retourne, c'était vraiment un modèle théorique. Ça, ce n'est pas le modèle final, c'est le modèle théorique qui a été mis à l'essai. Je ne vous présente pas le modèle final là, parce qu'il y a plein de flèches qui se sont rajoutées là, de relations directes, exemple entre le climat de maîtrise et certains buts ou envers les attitudes. Mais au final, dans le fond, encore une fois, quand ce modèle-là a été testé chez les élèves de classe spéciale versus les élèves de classe ordinaire, il y avait une seule différence significative. Là. Il y avait une seule relation qui était significative dans les classes spéciales, mais non significative dans les classes ordinaires. Donc, somme toute, j'en suis arrivée à la conclusion que les processus motivationnels devraient fonctionner de manière similaire dans les 2 types de classes. Donc, j'aurais envie de dire aux enseignants qui travaillent en adaptation scolaire, bien, qui peuvent s'inspirer des façons dont ils motivent les élèves en classe ordinaire, ou en tout cas, il y aurait du pouce à faire là-dessus là, davantage. Mais je m'arrête ici aujourd'hui pour vous citer un résultat de la récente enquête provinciale sur les pratiques inclusives en enseignement de l'EPS qui rapportait qu'au Québec, les enseignants avaient encore rapporté avoir un besoin d'un soutien additionnel au regard du climat et de la motivation des élèves. Donc, c'est vraiment, ça met encore de l'avant l'importance de soutenir les enseignants qui sont déjà en poste dans le cadre de la formation continue. Là, je m'emballe ici parce que c'est vraiment, j'ai eu l'opportunité de me joindre à un projet qui était extraordinaire et que je pense qu'il y a des personnes là, dans la salle, je ne vois pas la liste de tous les noms, mais qui ont été impliquées là, de près ou de loin. Là, je pense d'ailleurs à David Larivière. La FEPEC, le RICI et un comité formé d'un représentant de chaque université s'étaient rencontrés justement pour se pencher sur s'étaient rencontrés pour identifier des sites d'action et ils avaient identifié la motivation des élèves au secondaire, la motivation à apprendre en EPS et à être physiquement actif. Donc, il y a eu plein de matériels, de contenus qui ont été élaborés dans le cadre du récit, des vidéos. Il y a eu un premier abord avec la littérature scientifique. C'est là où l'apport de David a été apporté. Puis, moi, je me suis greffée à l'équipe, dans le fond, puis j'ai fait du pouce là-dessus parce que, justement, le travail qui avait été amorcé
concordait exactement avec où j'en étais rendue dans mes recherches. Donc, c'était vraiment très, très à propos, disons ça comme ça. Et le matériel qui a été conçu pour la formation a été vraiment validé à plusieurs reprises avec plusieurs CP différents, de différentes commissions scolaires à la grandeur du Québec. Et on a eu l'opportunité d'avoir une conseillère pédagogique qui souhaitait faire une maîtrise. Donc, qui a pu participer en tant que conseillère pédagogique, mais aussi en tant qu'étudiante de deuxième cycle pour mettre à l'essai cette formation-là qui avait été créée. Donc, c'est ça que je vais vous présenter dans les prochaines diapos. Dans le fond, le déploiement de la formation, en octobre 2018, on a d'abord commencé par faire une première observation. Donc, on avait des enseignants qui faisaient partie du groupe expérimental, qui participaient à la formation, et des enseignants qui faisaient partie du groupe contrôle, donc qui ne participaient pas à la formation. C'est une étude quasi expérimentale. On est allé selon le désir des enseignants là, de suivre ou non la formation. Et on a fait passer un questionnaire aux élèves. Ensuite, en novembre 2018, on a donné un premier jour complet de formation aux enseignants en s'appuyant, comme je vous disais, sur le matériel créé conjointement sur le volet théorique, empirique, mais aussi sur le volet pratique. Ensuite, en décembre, on a eu une demi-journée de formation, donc la deuxième journée de formation. Et à ce moment-là, les enseignants ont eu à identifier une cible. Donc, quand ils se sont inscrits à la formation, on leur a demandé de choisir un groupe avec lesquels ils avaient des difficultés sur le plan de la motivation. Et c'est important de dire, on avait des enseignants du primaire et du secondaire, autant dans le groupe expérimental que dans le groupe contrôle. Puis, donc, les enseignants choisissaient un groupe d'élèves, mais ensuite, ils pouvaient dire, bon, ben moi, j'ai ciblé dans mon groupe, j'ai ciblé un certain nombre d'élèves, j'ai ciblé un besoin en particulier. En fait, c'est vraiment à partir de leur réalité qui identifiait une piste d'action et qui planifiait une expérimentation pour mettre à l'essai les différentes stratégies proposées. Certains ciblaient les stratégies au regard d'un seul besoin, d'autres en ciblaient plusieurs. C'était vraiment propre à chacun. Puis, en février, on a fait une deuxième observation en classe filmée de cette expérimentation-là et il y avait un suivi avec la conseillère pédagogique et certains enseignants, c'est moi aussi qui les ai accompagnés. Ensuite, en mars, on a fait la dernière demi-journée de formation à laquelle Jean-François s'est greffé. Donc, c'était vraiment très, très riche et fort intéressant pour finalement faire passer un deuxième questionnaire aux élèves en avril. Et c'est en avril aussi qu'on a pu présenter le produit fini, j'ai envie de dire, de la première formation qui avait été donnée au complet. On a présenté ça à la TP-PASS, si je ne me trompe pas, il y avait une quarantaine de conseillers pédagogiques, encore une fois, là, à la grandeur du Québec. Et eux, ils sont repartis avec ça pour déployer et offrir cette formation-là dans leur commission scolaire. On espérait pouvoir continuer un suivi et questionner les prochains enseignants là, parce que la formation a été donnée quand même à un nombre important d'enseignants. Malheureusement, avec le contexte de la pandémie, tout ça, là, c'est un petit peu, ça a été laissé en suspens, mais il y avait quand même un certain engouement puis qui est toujours présent aussi. Donc, c'est très, 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 très intéressant. Je vous présente quelques chiffres. On a quand même des données préliminaires qui ont été présentées dans le cadre de ceux-ci. C'était dans une affiche. Dans le fond, les enseignants du groupe expérimental qui ont participé à la formation, on les a sondés au niveau de leur appréciation de la formation. Donc, s'il y avait les 8 énoncés et tous les participants étaient totalement en accord avec 7 des 8 énoncés. Dans le fond, le seul là, qui ne faisait pas l'unanimité, c'est l'essentialité de la formation parce qu'il y a 2 participants qui n'étaient ni en accord ni en désaccord avec l'essentialité de la formation. Ce qui n'est pas étonnant non plus parce qu'on avait des enseignants quand même qui avaient des pratiques assez exemplaires, j'ai envie de vous dire. Donc, je peux comprendre que pour eux, cette formation-là n'était peut-être pas essentielle, mais elle était tous les autres éléments. Donc, c'est ce qu'on pense qui explique cet élément-là. Puis ensuite, au niveau de l'intention, dans le fond, les enseignants, on leur a fourni la liste des stratégies proposées dans le cadre de la formation et il y avait à se prononcer sur leur intention de les mettre en œuvre. Donc, pour le soutien de l'autonomie, je ne me souviens pas bien, là, il y avait 7 ou 8 stratégies, maîtrise, même chose, structure, même chose. Donc, pour les
3 premières dimensions ici, les enseignants avaient tous complètement l'intention de les appliquer. C'est seulement dans le soutien à l'appartenance qu'il y avait un petit peu plus de variation dans les résultats. Il y avait un enseignant qui a rapporté ne pas avoir du tout l'intention d'appliquer la stratégie présentée ici, qui était d'entretenir des conversations non pédagogiques avec les élèves. Il y en avait un qui était par rapport à cette stratégie-là et un autre qui était neutre par rapport à celle-ci. Et ce qui est important de dire, c'est que dans le soutien à l'appartenance, il y a quand même 11 stratégies. C'est la dimension où il y en a le plus. Puis, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est correct de ne pas avoir l'intention de mettre en œuvre, exemple, surtout celle-ci, entretenir des conversations non pédagogiques avec les élèves. Si ça ne ressemble pas à l'enseignant, si ça le rend mal à l'aise, c'est correct de ne pas le faire. L'idée, c'est d'avoir un bassin de stratégies et de choisir celles, tenter de les diversifier, d'avoir une variété de stratégies, mais il faut toujours rester avec des stratégies qui nous rendent à l'aise et qu'on se sent confortable de mettre en application. Ensuite, on a quand même voulu examiner les retombées de cette formation-là et ça nous a suscité plus de questions que de réponses pour l'instant, mais c'est le fun, c'est ça la recherche, ça nous permet d'avancer. La motivation des élèves, on n'a pas eu d'effet significatif, malheureusement. On souhaite toujours avoir des retombées extraordinaires sur la motivation des élèves. Mais devant ce constat, on a examiné davantage nos données, puis on s'est rendu compte que la motivation qui était auto-rapportée par les élèves était déjà fort élevée en début d'année. De manière assez surprenante, surtout avec tout ce que je vous ai présenté en début de présentation. On s'attendait minimalement, exemple, que les élèves du secondaire nous rapportent être peu motivés, ce qui n'était pas le cas. Puis quand je vous dis pas le cas, on est sur une échelle de type Likert de 1 à 7. Là, on était dans des chiffres qui environnaient le 5. Là, donc, c'était quand même élevé. On a quand même vérifié entre primaire et secondaire. La motivation primaire était plus élevée que celle rapportée par les élèves du secondaire, mais ça demeure que la motivation des élèves du secondaire était fort élevée dès le début de l'année. Donc là, il y a des questions, comme je vous dis, ça soulève des questions. Moi, la première chose que j'ai voulu que je questionne, c'est l'utilisation de questionnaires. Moi, c'est quelque chose que j'ai été habituée d'utiliser, mais je me rends compte que on aurait davantage besoin d'aller faire des groupes de discussion, des entrevues pour mieux comprendre comment les élèves perçoivent leur propre motivation vers les cours d'éducation physique au secondaire. J'aurais envie de dire aussi, comme je vous dis, c'est les enseignants qui avaient ciblé ces groupes d'élèves-là en disant qu'ils étaient démotivés. Maintenant, est-ce que c'est la perception des enseignants qui ne correspond pas à la réalité des élèves? Donc, lors des prochaines observations vidéo qu'on ferait, moi, j'aimerais pouvoir observer, quand je vous disais les signes d'engagement en début de présentation, l'engagement cognitif, l'engagement comportemental, l'engagement affectif des élèves. Donc, est-ce que sont-ils réellement désengagés, les élèves? Donc, ça soulève vraiment une panoplie de questions. Aussi, l'autre chose, c'est qu'on s'est rendu compte qu'on avait des groupes, des enseignants qui avaient des difficultés au niveau de la gestion de classe avec les élèves. Quand même des grosses difficultés. Alors, peut-être que c'est ça aussi, les groupes ont été ciblés, pas nécessairement parce qu'ils étaient démotivés, mais plus parce qu'ils étaient difficiles à gérer. Puis, bien que ces aspects-là soient très complémentaires, ça reste qu'il faut utiliser des stratégies différentes pour répondre et de tout faire ça en même temps, ce n'est pas possible. Donc, vraiment, il y a cet aspect-là aussi qui est non négligeable, qui pourrait expliquer définitivement qui pourrait aider à comprendre ces résultats-là. L'autre chose aussi, je vais passer au prochain résultat, pardon. Le climat motivationnel, on a observé les vidéos et au final, il n'y a pas eu vraiment de changement significatif non plus, sauf par rapport à la phase d'intégration de la séance. Dans le fond, c'est un choix qu'on a fait d'observer les séances plutôt que de les observer, exemple, 15 minutes, 15 minutes, 15 minutes, 15 minutes. On a choisi de les observer en termes de phase de la séance, donc préparation, réalisation et intégration. Et on codait aussi les interstices, donc toutes les transitions là, entre les différentes phases.
ça a été très, très riche de faire ça parce qu'on s'est rendu compte aussi, ça, c'était pas dans les objectifs de l'étude, mais on s'est rendu compte que les élèves, finalement, que les temps accordés à chacune de ces phases-là étaient très longs pour certaines phases. Je peux penser aux interstices là, qui pouvaient prendre 30 minutes d'un cours de 55 minutes versus une phase d'intégration qui pouvait prendre 52 secondes dans un cours d'1 heure et quart. Fait qu'il y a eu tout ça aussi qui a été soulevé. Donc, de voir dans notre étude que c'était pendant la phase d'intégration, la phase qui était la plus escamotée, j'ai envie de vous dire que c'est dans cette phase-là que les élèves, qu'on a pu voir une différence significative. Ça, c'est quand même parlant. C'est sûr aussi que le deuxième temps de mesure a été en cours au niveau du climat du vidéo. C'était en cours de la formation. C'était pas à la fin complètement. Fait que ça pourrait aussi expliquer, mais c'est un choix méthodologique qu'on a fait là, considérant les fonds qu'on avait pour. C'était pas possible de faire trois visionnements vidéo. Mais bon, alors, il y avait aussi des différences là, par rapport à 2 autres phases, sauf que ce n'était pas statistiquement significatif, mais ça reste prometteur. Il faut rappeler aussi que c'était la première fois qu'on donnait cette formation-là, donc bien sûr, il y a toujours place à amélioration. Mais voilà pour ce qui est du climat motivationnel. Puis un petit coucou aux croyances, j'en ai pas parlé beaucoup, mais on s'est aussi intéressé là, un tout petit peu aux croyances des enseignants au regard des stratégies proposées. Donc, avant et après la formation, on leur avait demandé, considérez-vous que cette stratégie-là est efficace pour soutenir la motivation des élèves, est facile à mettre en œuvre et est-ce qu'elle représente la norme là, dans votre compte? Est-ce que vous pensez que les enseignants autour de vous, c'est une stratégie qu'ils utilisent? Et on s'est rendu compte que c'était seulement les croyances des enseignants du groupe expérimental qui avaient évolué de manière positive et significative. C'est les deux qui sont présentés ici, donc au niveau du soutien de l'autonomie et de la compétence. Donc, c'est les deux stratégies ici où on a vu une certaine évolution. Il y avait d'autres changements là, qui approchaient ce seuil de significativité, mais on était autour du 0.06 en premier, là, donc je ne vous les ai pas présentés ici. Je fais un coucou aux croyances parce que ça c'est vraiment plus au cœur du prochain volet de recherche que je vais vous présenter. Ce qui m'amène à la formation initiale. Donc, j'ai obtenu un financement FRQSC pour le projet haut mentionné. Je vous épargne la lecture du titre. Dans le fond, en 2019, on a fait une petite étude pilote auprès de 51 candidats au programme en enseignement de l'EPS. C'était lors des tests d'admission. On les a questionnés justement au regard de leurs croyances avant d'entrer au bac en enseignement. Ensuite, l'an 1, qui est actuellement, on a passé un questionnaire en ligne et je tiens à remercier, je pense que dans la salle, il y a des gens qui ont contribué à cette collecte de données-là aussi. Je tiens à vous en remercier sincèrement parce qu'on a réussi à recueillir les réponses de 609 étudiants de première, deuxième, troisième et quatrième année de 5 universités sur 6. Vraiment, on est très, très, très contents. Je vais voir des mini-résultats préliminaires à vous présenter. La prochaine étape, c'est des groupes de discussion et des entrevues individuelles après Noël. Ensuite, l'année prochaine, on va mettre à l'essai un dispositif de formation. Dans le fond, la formation qu'on a donnée en formation continue, on va s'inspirer de ça pour l'adapter et proposer un dispositif de formation pour la formation initiale dans une optique de continuité éducative, mais je ne vais pas plus loin là-dedans. Donc, on va mettre à l'essai ce dispositif de formation-là l'an prochain pour finalement aller évaluer les retombées en stage de ces mêmes étudiants l'année suivante, autant sur les élèves que sur leur propre expérience. Alors, rapidement pour terminer, les résultats préliminaires de l'étude pilote qui avait été menée auprès des candidats à l'admission. On s'est rendu compte que leur perception était mitigée, notamment par rapport aux stratégies visant à soutenir l'autonomie. Et on a découvert aussi qu'il y avait un répertoire de stratégies motivationnelles peu varié, ce qui est normal aussi. Là, ils ne sont même pas encore étudiants. Donc, ça, c'était quand même, ça mettait la table pour notre questionnaire en ligne.
Un des premiers résultats qu'on est capable d'observer, c'est que les étudiants étaient sont moins confiants quant à leur capacité à soutenir la motivation des élèves du secondaire par rapport à ceux du primaire. Ça ne nous étonne pas, mais c'est quand même une donnée qu'on a eue. Et on a commencé à observer certaines différences relatives au sexe et à l'année d'études en ce qui concerne les croyances au regard des différentes stratégies. Je ne vous en dis pas plus que ça parce que je ne veux pas me mouiller encore, là, on n'est pas prêt, mais on s'était appuyé là, notamment sur une étude récente quand même là, qui disait que les enseignants hommes avaient tendance à adopter des stratégies un peu plus contrôlantes que les femmes. Donc, les femmes étaient plus enclines à soutenir l'autonomie des élèves. Alors, voilà où on en est rendu, où j'en suis rendue dans tous mes travaux, mais avec tous les collègues. Merci beaucoup de votre attention. Votre présentation. Merci. Que de choses. Je te laisse poursuivre, Jean-François. Il y a tellement d'éléments. Oui, il y a beaucoup d'éléments là-dedans. Merci infiniment, Stéphanie, de cette prestation très bien imagée, puis quand même très dégagée malgré la quantité d'informations qui a été véhiculée. J'aimerais inviter les membres encore présents, les membres de l'auditoire encore présents à poser des questions, s'il vous plaît. Je vais faire office de président de séance, donc je vais prendre les tours de parole. Vous pouvez donc vous signaler soit en levant la main, soit à travers la messagerie. Donc, voilà, la période de questions est ouverte. Joanne. Donc, une personne ici, je ne vois pas de qui il s'agit. Moi, je vois que c'est Joanne. Joanne, OK. Alors, Joanne, c'est à toi. Quand même. Je vais juste refléter la question d'une des étudiantes ou d'un étudiant mentionné par courriel, pas par courriel, mais par bulle, où il mentionnait, est-ce que c'est possible d'accéder au questionnaire? Ah, ben, oui, mais j'en ai utilisé plusieurs. De quel questionnaire il faudrait savoir lequel? Parce que dans ce que j'ai présenté, il y en avait beaucoup de différents. Alors, je sais que la question était posée vers la fin, donc j'inviterais la personne qui posait justement cette question-là, peut-être. Est-ce que c'est Lynn Saint-Hilaire? Oui, c'est ça. Oui, c'est moi qui ai posé la question. En fait, je voulais savoir le questionnaire que vous avez. Il y a un questionnaire que vous avez fait pour les élèves et des questionnaires aussi que vous avez fait pour les enseignants, si je comprends bien. Ben, moi, je serais intéressée à voir le questionnaire que vous avez fait aux élèves concernant leur motivation avant le cours et tout ça, avant le début Oui. OK. Ben, j'en ai plusieurs. Fait que faudrait voir là, ceux qui sont déjà. Peut-être juste m'écrire à mon adresse courriel là, pour me préciser lesquels vous intéressent. Puis on pourrait voir. Parce que dans tout ce que j'ai dit, j'en ai quand même beaucoup en banque. Là, fait que... OK. Parfait. Je vais vous envoyer un courriel. Merci. Parfait. Merci. Joanne, est-ce que tu avais une autre intervention? OK. Excuse-moi, ben, s'il n'y a pas d'autres interventions, moi, je veux dire, il y a tellement c'est sûr que ce n'est pas mon domaine, la motivation, par exemple, oui. Et moi, je me disais, premièrement, là, tellement de belles informations, là, vraiment intéressantes. Vous avez quand même mentionné des questionnements à travers ça. Et moi, je me disais, qu'est-ce qui vous a surpris? Est-ce qu'il y a des résultats qui vous ont... Il y en a qui correspondent à vos attentes, vous l'avez mentionné. Il y a eu des questionnements, mais est-ce qu'il y a des questions des résultats qui vous ont surpris au-delà de ce que vous pensiez? Ben, comme je vous disais, celui qui nous a le plus surpris, puis j'ai inclus Jean-François là-dedans, là, parce qu'on on a vécu, c'était vraiment la motivation auto-rapportée. Puis quand je dis la motivation, là, on a questionné, oui, les types de motivation, mais il y avait les buts, il y avait la perception du climat, il y avait... Puis c'est ça, c'est qu'on questionne, puis ça, comme je ne me rappelle pas si je l'ai nommé, là, mais ça m'est arrivé dans une autre étude avec des élèves du primaire, là, même chose. On prétend qu'ils ne sont pas motivés, les élèves, mais puis l'autre questionnement, c'est qu'en observant en observant les vidéos, tout ça, comme je vous dis, les enseignants avaient ciblé des groupes d'élèves qui étaient démotivés,
Mais quand moi, je les regardais, mais je les voyais engagés, ces élèves-là. Fait que c'est tout. Moi, comme je vous dis, là, je suis vraiment à la croisée des chemins là, au niveau des perceptions puis des compréhensions. Il y a ce volet-là. Il y a tout le volet gestion de classe versus motivation. Là, moi, mon directeur de recherche, c'était Roch Chouinard, là, motivé à apprendre, motivé à bien se comporter. Je suis en amour avec les deux concepts. On ne peut pas les traiter. C'est trop des gros morceaux à traiter conjointement, je pense. Un ne va pas sans l'autre. Un peut nuire. En tout cas, il y a tout ça aussi, je pense, à démystifier. Puis moi, il y a un résultat dans ma vie, là, j'ai envie de vous parler d'une interaction, là, puis ça fait longtemps, puis elle n'a pas été présentée ici, mais c'était par rapport aux garçons en éducation physique, des garçons hyper sportifs qui adoptaient des conduites d'évitement, des buts de performance évitement. Puis je me disais, mais mon Dieu, comment ça se fait? Je peux peut-être vous lancer l'idée, là, comment des gars super sportifs, là, pourraient choisir d'adopter des buts de performance évitement dans un cours d'éducation physique. Il y en a-tu qui pensent qu'ils ont des... Ah, ben non, c'est pas facile, hein, c'est pas évident, mais moi, où on en est venu, c'est que mettons un élève, là, un joueur de hockey, on va dire ça, là, un joueur de hockey. Puis là, c'était des gars, je me rappelle très bien ce résultat-là, c'était des gars, un joueur de hockey. Puis là, il joue au hockey dans son cours d'éducation physique. On peut se dire, ben, il va adopter des buts de performance approche, il va vouloir gagner à tout prix, tout ça. Sauf que ce qu'on s'est rendu compte, c'est que si là, il donne tout ce qu'il a, lui, il est reconnu comme le joueur de hockey de la gang. S'il donne tout ce qu'il a, puis il se fait planter par l'autre équipe, ou il ne fait pas de but, puis quelqu'un. Là, son estime est mise en cause en Titi parce qu'il est supposé d'être le meilleur. On peut penser au tennis, au badminton, un tournoi, un joueur de badminton d'une ligue de compétition. Il arrive dans son cours d'éducation physique. S'il donne tout ce qu'il a, puis il ne gagne pas, là, il se met en danger. Alors que s'il adopte des conduites d'évitement, il fait le clown, il risque de gagner quand même parce que c'est le plus talentueux de la gang. Mais s'il perd, ben là, il peut mettre ça sur la faute de ouais, mais là, toi, tu sais, moi, j'ai pas tout donné. Fait que ça, je me rappelle, là, ça a tout le temps été un questionnement que je me suis dit, ah mon Dieu, c'est vrai, hein, pas parce que c'est ça. Fait qu'il y a plein de nuances à apporter dans toutes ces relations-là aussi. OK, donc il y aurait 3 mains levées. Il y aurait Brigitte, Anne-André Trudel et puis il y aurait moi. Donc allons-y dans l'ordre. Brigitte, tu voulais poser une question? Oui, c'est une question qui a été posée par un participant. Est-ce que les stratégies pour soutenir la motivation des élèves sont disponibles quelque part? Oui, en fait, là, elles seront présentées dans un chapitre un jour, un chapitre sur le climat motivationnel. Elles vont être disponibles là-dedans. Elles sont présentement, la liste est présentement soumise en anglais dans un article. Donc, fait que, oui, elles seront, mais je pourrais aussi donner la source, là, donc elles proviennent quand même. Les stratégies que je présente ici, elles proviennent de 2 articles, là, une en sport puis une en éducation physique, qu'on a combiné puis qu'on a adapté et bonifié et complété avec des chercheurs, mais aussi avec des conseillers pédagogiques, beaucoup, beaucoup. Là. Puis c'est ça, j'ai envie de vous dire, là, la force de nos travaux actuels, c'est qu'ils sont faits en concertation avec plus d'une quarantaine de CP à travers le Québec. Donc, tout le monde a donné un peu son grain de sel à tout ça. Là. Donc, c'est pas juste la recherche, là. On est vraiment sur le terrain dans tout ça. Mais oui, je pourrais là, la partager là, parce que dans le fond aussi, cette grille-là fait partie du guide de formation qui a été diffusé là, au CP. Éventuellement, il y aura aussi des sites web là, sur lesquels tout ça sera accessible, mais ils ne sont pas actifs encore. Mais encore là, on pourrait m'écrire, puis je pourrais envoyer, je pourrais partager là, une version. OK. Andréane, la parole serait à toi. Oui, bien en fait, moi, je voulais revenir sur l'exemple du garçon qui fait le hockey, là, que ça, je suis à retardement. Là. Mais en fait, j'ai aussi, tu sais, vous l'avez dit là, dans une des diapositives, l'aspect social, je pense, en éducation physique, prend une place vraiment importante. Puis dans cet exemple-là, c'est encore une fois un couteau à 2 tranchants. Il pourrait être vraiment bon, puis là, les autres vont se retourner contre lui puis dire ben, on sait bien, toi, t'es bon là-dedans, puis là, tu nous donnes une raclée. Puis donc, on dirait qu'il n'y a pas de. Il
Il n'y a pas de voix. D'un côté, il va se faire dire qu'il est bon puis qu'on sait bien, il veut tout nous planter pour nous montrer qu'il est bon. Puis de l'autre côté, ben, en faisant comme si de rien n'était, les autres ont l'impression qu'il ne se force pas ou qu'il fait le clown. Donc, c'est difficile pour ces élèves-là qui sont très bons dans les sports de faire une place positive socialement. Puis souvent, ils vont se conformer au côté social, à l'aspect social qui leur plaît le plus, dans le fond. Là. Ça va être ça. Puis j'ai envie de dire deux choses, parce que là, ça me fait beaucoup l'aspect but lié à l'obtention d'un statut ou but lié à l'affiliation. Puis ça, j'ai envie de vous dire, les buts sociaux, là, c'est vraiment sous-étudié. OK? Dans les études là, que j'ai tenté de recenser pour appuyer mon étude. Et là, j'ai juste l'expression anglophone Hispanic student. Est-ce que je peux traduire hispanique en français, en anglais? C'est-tu? Ben, c'est hispanophone. Oui, c'est ça. C'est juste la littérature hispanophone qui traitait de ça. Puis moi, ben, dans l'article qui devrait paraître sous peu, de combiner tout ça ensemble, c'était très novateur. Puis je pense que les buts sociaux, je trouve que c'est très éclairant, vraiment. L'autre chose que j'ai envie de dire avec ces élèves-là, moi, j'irais vraiment dans une optique maîtrise, mais je prendrais une entente avec eux en tant qu'enseignante là, pour les aider dans tout ça, là, nos super performants. Toi, tu veux performer en hockey, qu'est-ce que je peux faire? Quel défi on peut te donner à toi? Fait que, tu sais, à part vraiment des objectifs individualisés dans le cadre, puis, tu sais, les autres, en tout cas, de les mettre dans un rôle de mentor, d'accompagnateur. Mais c'est vraiment, il faut se positionner dans une optique parce que si on se positionne juste dans l'optique performance, on le perd en effet. Mais si on se positionne dans l'optique des autres stratégies, il y a plein de choses, je pense, qu'on peut faire avec ces élèves-là. Oui, puis souvent, que je me rends compte en formation initiale, moi, j'enseigne souvent premier cours, première session, puis je demande aux étudiants, puis ça, je pense, Joanne, ça va aussi répondre aux choses mais pas qui me surprennent, mais qui... C'est toujours c'est flagrant. À chaque fois, je demande aux étudiants, dessinez-moi je leur fournis un bonhomme allumette, dessinez-moi à qui vous allez enseigner. C'est qui les élèves que vous allez avoir dans vos classes. Puis, moi, étant issue de l'adaptation scolaire, j'ai une perception des élèves qu'eux n'ont pas nécessairement. Puis c'est souvent, ils vont enseigner à des joueurs de hockey, ils vont enseigner à des sportifs. C'est des anciens sportifs qui s'en viennent enseigner à des sportifs. Puis là, je fais des généralisations, là, on s'entend, là, Mais souvent, quand je commence à leur parler de la composition des groupes qu'ils risquent de rencontrer, il y en a qui ça surprend. Puis là, souvent, ils s'en vont en stage, puis là, ils constatent, OK, il y a une panoplie, de types d'élèves. Et puis, fait que souvent, ils ont cette préoccupation-là. Il ne faut pas que mes élèves très performants soient démotivés. Mais si tu fais ton cours pour ce faible pourcentage d'élèves-là, ben, tu perds tout le reste. Fait qu'il y a ça aussi là, qui est à prendre en compte. Merci. Merci, Andréane. J'aimerais rebondir sur un élément que tu as ressorti tout à l'heure, Stéphanie, en disant que les gars tendaient à adopter des stratégies plus contrôlantes que les femmes. Et puis, c'est drôle parce que dans une étude que j'ai publiée il y a quelques années, ce qu'on montrait, c'est que les femmes, puis là, c'était une étude qui était réalisée auprès de stagiaires finissants en éducation physique. On mettait en évidence que les stagiaires finissant en éducation physique les filles tendaient à adopter des comportements de gestion de classe et de gestion de l'indiscipline beaucoup plus autoritaires que les gars. Qui, eux, tendaient à utiliser ou à adopter des styles beaucoup plus libertaires, permissifs que les filles. Et les filles avaient davantage aussi tendance à adopter des styles coopératifs, interactifs que les garçons. Donc, ça, c'est en gestion de classe, par exemple. Hein? Non, oui, c'est pas en climat motivationnel. C'est vraiment les stratégies motivationnelles. Ouais. C'est là que c'est ça. Moi, il y a quelque chose. Il y a quelque chose à investiguer
Clairement, clairement. Et donc, tu sais, ça me faisait un peu surprendre parce qu'en même temps, ce que ça pose comme question, c'est, mais comment pouvons-nous en même temps avoir un style de gestion de classe plus autoritaire, plus fermé, et être moins contrôlant sur le plan du climat motivationnel? Est-ce que c'est pas... Il me semble que c'est difficile à concilier, ça. Ben, moi, j'ai envie de dire, puis j'ai une enseignante là, je dirais pas son nom, mais elle me saute, qui était dans le projet, là, qui avait ce style-là autoritaire. Elle, moi, c'est moi, patronne en classe, puis tu sais, ses élèves, très belle relation avec ses élèves, tout ça, mais ça reste. Puis elle, ça a été un constat dans la formation. Elle dit, ben voyons, elle dit, moi, je dis non aux élèves, parce que je dis non, tu sais, non, pas besoin de leur expliquer, tu sais, point. Puis là, ben, la fois d'après, qu'elle s'est fait questionner, elle a dit, garde, là, je vais prendre 5 minutes, puis je vais leur expliquer. Elle dit, j'ai pris 5 minutes, je leur ai expliqué, j'ai plus jamais réentendu chialer personne. Mais elle dit, avant, à tous les cours, il fallait que je rassoie mon autorité, puis que je dise non, puis non, puis non. Fait que, mais là, elle n'est pas moins autoritaire, elle a juste pris le temps d'adopter une stratégie qui soutenait l'autonomie des élèves, mais elle reste. Puis moi, dans la gestion de classe, c'est un cours que je donne, je parle tout le temps du cadre. Tu sais, du cadre. Ce cadre-là, il ne bouge pas. Ton cadre là, que tu installes, il ne bouge pas, mais ton climat motivationnel, il traverse ça de tout bas, de côté, mais ton cadre en gestion, tes règles, ils restent. Et tu peux être flexible à l'intérieur de ce cadre-là. Tu sais, c'est ça aussi. L'autonomie ne peut pas sortir du cadre acceptable d'un cours d'éducation physique. Mais si c'est bien, puis encore là, la gestion de classe, établir son code de vie, tu peux arriver en classe puis dire voici le code de vie, ou tu peux établir le code de vie avec tes élèves. Au final, ça va être le même code de vie que tu avais prévu, mais tu l'as établi avec les élèves. Les élèves vont être beaucoup plus enclins à le respecter parce que ça va venir d'eux. Oui. C'est ça. Bien, tu vois, tu as fait une belle transition entre un modèle autoritaire et un modèle coopératif interactif parce que le modèle autoritaire, il va dire non puis il ne donnera pas de justification. Alors que l'enseignant coopératif interactif, il va dire non, puis il va expliquer les raisons. Et là, on n'est plus dans le même modèle éducatif. Et pourtant, la réponse reste non. La réponse reste non, mais dans un cas, tu as nourri le sentiment d'autonomie. Dans l'autre, pas. Donc, l'élève risque d'être... C'est ça. Fait que ça va jouer sur sa motivation à vouloir bien se comporter, mais à vouloir... C'est ça. C'est pour ça que je dis que c'est très dur à distinguer, mais tu ne peux pas tout faire. Tu ne peux pas améliorer. C'est ça. Puis là, lequel vient en premier? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Les deux ensemble, mais non, c'est un beau terrain de jeu. Oui, oui, oui. Bien, heureusement, c'est encore du travail pour nous autres. Oui. Je voyais que Joanne souhaitait intervenir. Alors, Joanne, la parole est à toi. C'était sur le mode humoristique, oui et non. J'allais dire c'est un beau programme de recherche. Oui, absolument. Alors, une programmation à long terme bien découpée. Oui. Y a-t-il d'autres personnes qui souhaiteraient prendre la parole pour poser une question ou pour commenter ce qui nous a été présenté aujourd'hui par Stéphanie? Jonathan, la parole est à toi. Professeur Chevrier, la parole est à vous. Je pense qu'il manque juste le micro. Oui. On ne t'entend pas, Jonathan. Bon, en attendant que Jonathan ajuste son microphone, j'essaie de voir qui est l'autre personne qui souhaite intervenir parce que je voyais que c'était Jonathan et une autre personne. Moi, je vois Joanne et Jean-François. C'est ça, les trois mains levées. Ah oui, Jean-François, Joanne et Jonathan. Jean-François, il va baisser sa main. Tiens, voici. Jonathan, sa main est encore levée. Je ne sais pas comment activer son micro. Attends un peu, je vais aller voir de mon côté. Tout à coup que c'est moi qui en aurais le contrôle. Jonathan Chevrier. Bon. Non, je ne peux pas agir sur son micro.
Malheureusement, je n'y arrive pas. Désolé, Joe. Une autre personne qui souhaite intervenir en attendant que Jonathan trouve le moyen d'activer son micro? J'essaie de voir si quelqu'un d'autre... Non. Bon. Est-ce que, Joanne, toi, tu avais d'autres éléments à soulever? Ben, moi, en réalité, c'est plus pour une connaissance élargie. Pour travailler la motivation, tu sais, je me disais, le climat motivationnel, il est travaillé si on prend les élèves, par exemple, secondaires, en fonction des disciplines. Là, on est vraiment en éducation physique à la santé. Je me demandais si dans la recension des écrits, il vous est arrivé de distinguer ou de voir les particularités de ce dit climat-là avec d'autres disciplines ou si on regarde toujours exclusivement l'éducation physique et la santé, mais s'il en existe aussi des différents, parce que c'est sûr que la classe est vraiment, en tout cas, dans ma perception, puis peut-être complètement erronée, la classe est quand même très différente d'une classe en, par exemple, français, maths ou une discipline quelconque, là. Puis il y avait l'idée aussi de l'interdisciplinarité à travers ça. Je me disais, est-ce qu'il y a des choses communes ou particulières qu'on retrouve en éducation physique et à la santé? Moi, j'ai envie de vous dire que mettons le tableau des stratégies, là, je vous les présenterai, là, personne qui sait que c'est en éducation physique. Pour moi, l'application de ces stratégies-là est absolument transversale. Je pourrais donner exactement la même formation en utilisant des vidéos, des exemples différents à des enseignants de français, de mathématiques. Et juste pour vous donner un exemple, j'ai donné une conférence aux professeurs et chargés de cours de l'UQTR, à ceux qui le souhaitaient bien, et j'ai présenté ces stratégies-là pour les étudiants au premier cycle et au cycle supérieur à l'université. Donc, et là, ce n'est pas l'objet de mes recherches, donc je n'ai pas fait de comparaison climat. C'est vraiment par expérience propre. Moi-même, je n'étais pas une enseignante d'éducation physique. J'étais une enseignante, en fait, j'ai enseigné toutes les matières possibles au secondaire à des élèves en difficulté. Et c'est ces stratégies-là que je mettais de l'avant, souvent de manière intuitive, mais maintenant de manière consciente. Et c'est des stratégies que j'applique dans mes cours à l'université quand j'enseigne aux étudiants. C'est vraiment, c'est des théories qui ont été appliquées dans tous ces domaines-là aussi, en santé, en éducation, dans les emplois, dans des organisations, le patron qui motive ses employés, dans une école, le directeur qui motive ses enseignants. Bien, ces stratégies-là, à mon sens, sont toutes transversales. Et c'est souvent, je me rappelle, j'ai été présentée à une table régionale de différents CP, puis il y avait une dame qui travaillait dans les bureaux administratifs. Est-ce qu'elle était à la commission scolaire, au ministère, je ne me rappelle plus, là, mais je me rappelle qu'elle est partie de la formation, elle a dit, mais là, moi, j'ai envie d'appliquer ça aussi dans mon travail, là. Fait que c'était c'est ça. Donc, est-ce que ça a été fait? Je ne le sais pas, je ne peux pas vous dire vraiment la vérification. J'ai un de mes étudiants qui termine un essai professionnel. Lui, il était enseignant de mathématiques, coach de rugby. Il dit, j'ai même des ados devant moi. Ils sont super motivés en rugby, ils ne sont pas motivés en maths, mais je suis la même personne. Qu'est-ce qui se passe? Fait que ça a été ça le sujet de il a voulu vérifier si les stratégies, c'était quoi les stratégies qu'il mettait en rugby versus en mathématiques, puis qu'est-ce qu'il pouvait transférer. Donc, lui, il vient de terminer, là, il vient de déposer ça. Là, donc, moi, c'est dans cette perspective-là que je l'aborde, mais je pense que ça peut heurter certaines personnes, par contre, cette transposition-là. Mais moi, j'ai tendance à l'adopter. Je vois que Jonathan est revenu parmi nous, donc je céderai la parole à Jonathan. Est-ce que vous m'entendez cette fois? Oui, félicitations! Ah, bon, merci. Bien heureux de me joindre à vous de façon verbale. D'abord, merci beaucoup, Stéphanie. C'était fort intéressant. C'est toujours bien qu'on gravite alentour de ces théories-là puis qu'on les a tous lues à un moment donné. Faire des rafraîchissements, ça ramène des choses vers l'avant. J'aurais une question pour toi, en fait. Puis,
c'est en lien à la fois avec les choses dont tu as discuté et d'autres. Parfois, je te mets dans une position où tu es superviseur de stage. Puis parfois, on a des stagiaires qui sont un peu, je vais utiliser le terme là, confus par rapport à ce qu'ils mettent en place et par rapport à, tu viens d'en discuter un peu, l'espèce de culture de la classe, l'espèce de comportement d'élèves qu'ils ont devant eux. Puis leur enseignant associé a instauré cette culture-là depuis de nombreuses années quand ils ont des élèves de secondaire 4 ou secondaire 5. Et là, ils tentent d'utiliser des bonnes stratégies motivationnelles. Ils tentent de mettre en place les modèles qu'on leur démontre. Puis là, on revient avec eux justement en supervision. Puis ils sont un peu désarmés face à ça. Puis j'essaie toujours de leur faire comprendre que c'est pas de leur ressort. Puis il y a autre chose là, qui est en jeu derrière ça. Mais qu'est-ce que tu dirais, toi, à ces stagiaires-là qui ont de la difficulté à percer un peu la carapace des élèves avec ces stratégies-là parce que eux, ils arrivent dans le cours d'éducation physique avec une intention comme élève de participant qui peut être positive, négative, neutre. Mais on voit des stagiaires là, qui se débattent comme des petits diables dans l'eau bénite pour faire en sorte que ça s'engage davantage. Puis, pauvres eux, là, ils frappent des murs, là, vraiment. Ah oui, j'ai plein de. Mon Dieu, j'ai plein de. C'est dommage qu'Audrey. Oui, non, mais c'est dommage que notre Audrey-Anne ne soit plus présente. Là. C'est une de mes étudiantes qui va se pencher d'ailleurs là-dessus. Elle a vécu ça en stage 4, là, des élèves complets, vraiment, ça c'était des vrais, là, des élèves amotivés là, qui étaient assis dans le gymnase. Là. Oui. Puis là, elle faisait sa maîtrise sur les stratégies qu'on aborde en ce moment. Elle était comme Stéphanie. Là, mais elle partait, elle partait de la motivation, il fallait que j'amène mes régulations externes. Mais moi, je pense que ce n'est pas ça le cœur de la question. Moi, je l'aborde vraiment en termes de posture professionnelle. Là. Toi, tu es un stagiaire. C'est sûr que là, tu te bats contre une culture école. Hein. Souvent, c'est une culture, et pas juste une culture classe, mais il y a une culture école. Oui, ou même municipale. Oui, aussi. Il y a une culture. Fait que moi, c'est beaucoup dans, là, mais des fois, tu n'as pas le choix. Pour que ça fonctionne, des fois, tu n'as pas le choix de te coller à ce que le maître associé fait déjà. C'est tellement solide, c'est tellement déjà le temps que ça va te prendre pour changer quelque chose, dans le temps d'un stage, tu n'as pas le temps, hein, ou ça va te prendre toute ton petite énergie. Fait que moi, je le mets beaucoup dans une optique de posture professionnelle aux stagiaires, dire, toi, tu peux ne pas être d'accord avec ce que l'enseignant fait ou comment il l'abordait, mais déjà d'en être conscient, puis de comprendre pourquoi, puis de là, maintenant, est-ce qu'il y a des maîtres associés? Moi, ça m'est arrivé d'en rencontrer. Moi, je parle beaucoup avec eux aussi, là, les maîtres associés, là, pour aider à déconstruire certaines. Puis, ça m'est arrivé aussi de voir des choses qui moi, en tant que je me disais, ça n'a pas de bon sens, mais l'enseignante associée faisait ça, puis là, fait que je reprenais ça avec l'étudiant, mais moi, je l'amène vraiment en termes de posture professionnelle. Tu sais, toi, en ce moment, ça ne te satisfait pas, tu en es conscient, mais donc, que feras-tu à l'avenir, tu sais, quand tu auras ta classe à toi? Ça m'est arrivé aussi de dire à un enseignant associé de voir un étudiant faire quelque chose, de ben là, vous, là, c'est sûr que vous ne les laissez pas de même, là, comme vous, normalement, puis là, de me rendre compte que l'enseignant, c'est ça qu'il faisait aussi. Fait que là, j'ai tourné ma langue cette fois, la fois d'après. Mais en même temps, pour moi, c'est tellement comme, fait que, puis c'est pour ça que je dis, des fois, je parle beaucoup avec les enseignants associés pour dire, si je comprends que finalement, c'est l'enseignant associé qui a comme encouragé l'étudiant à faire ça, ben là, je vais, OK, vous faites ça pour ça. Et encore là, j'ai envie de vous dire, montrer de l'ouverture, toutes les stratégies, c'est dans l'approche avec l'enseignant associé, avec l'étudiant, les trois ensemble, ça revient. Moi, c'est comme ça, là, vraiment, que je l'aborderais. Mais j'ai envie de dire, c'est ça, l'étudiante en question, l'Audrey-Anne, elle va se pencher là-dessus dans son doctorat un peu, justement, comment faire pour essayer que tout ça, ça rime, les messages contradictoires ou parce que c'est ça que j'ai hâte de voir dans le questionnaire en ligne, les premières, deuxième année versus les troisième, quatrième année. J'ai l'impression que les premières, deuxième année, ils acceptent ce qu'on leur dit, tout ça. Mais là, quand ils arrivent sur le terrain, puis que là, qu'ils voient autre chose, puis que, ils se collent peut-être un peu plus à ce qu'ils vivent sur la réalité, sur le terrain. Fait que j'ai hâte de voir quand on va vraiment avoir les résultats tangibles, là, si ça confirme cette perception-là ou pas.
Puis, dans la formation continue que vous avez mise en place, est-ce qu'il y avait des enseignants associés? Est-ce que ça serait une stratégie d'utiliser ce genre de formation, mais pour les vraiment, enseignants associés? Oui, orienté vers les enseignants qui vont associés d'abord, accompagner les faire le stagiaires, pont oui. avec les stagiaires. Oui. Absolument, ce serait... Puis là, mon souhait, en fait, et je suis là-dedans en ce moment, là, c'est vraiment de rendre les documents, tout ce qui est relatif à la formation initiale, là, ce qu'on va faire, de le rendre accessible sur un site web, pour exemple, un prof dans une autre université qui voudrait l'utiliser. Mais là, après ça, si on peut, tu sais, là, moi, je vois grand, ça n'avait jamais de fin, là, ce projet-là, je trouve, c'est extraordinaire. Là, mais tu sais, éventuellement, justement, est-ce qu'on peut faire une formation pour les enseignants associés sur les. Est-ce qu'on peut, nous, on a en tête de fournir une grille d'observation aux enseignants associés? Fait que, tu sais, si on fournit la grille d'observation aux enseignants associés, puis on demande, ben, tu peux-tu observer le stagiaire en fonction de ça? Il fait-tu ou il ne le fait pas? Là, après ça, ben, l'enseignant, tu sais, fait que ça fait une certaine éducation par en dessous, tu sais. Puis là, ça l'ouvre le dialogue aussi. Mais là, ça, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Ah non, pourquoi? OK, bon, vous ne faites pas. Tu sais, au final, c'est correct de ne pas faire certaines choses, mais d'en être conscient, de le savoir, puis, mais de dire, mais je fais autre chose, par exemple. Tout à fait. Merci beaucoup. Et oui, on s'en va vers ça tranquillement, là. C'est très intéressant. Donc, la période qui était allouée à cette conférence très stimulante arrive à sa fin. J'aimerais conclure en remerciant sincèrement Stéphanie pour son exposé et ses discussions, ces éléments de discussion qu'elle a soumis à travers les questions qui lui ont été posées. J'aimerais remercier également les participants, les participantes à cette conférence. Et au plaisir de se retrouver dans d'autres contextes pour échanger sur la thématique du climat motivationnel. Donc, une nouvelle fois, merci Stéphanie. Au plaisir de te retrouver. Merci beaucoup. Merci Bonne fin énormément. d'après-midi. Merci.